Cosa Vostra. Il faut pouvoir, dans la production, dans la mise en scène des contenus, vraiment installer ces technologies comme des technologies qui assistent les professionnels, et sûrement pas qui viennent prendre leur place. Donc, quand on parle de personnalisation, il faut trouver un bon équilibre. Personne n'a envie dans les médias et dans le milieu que des algorithmes décident eux-mêmes et tout seuls de l'intégralité de la présentation de ce qui est important ou accessoire. On n'est pas du tout dans cette logique-là. Au contraire, il faut absolument laisser les médias faire leur boulot, qui consiste à trier, hiérarchiser l'information, éditorialiser l'information. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama, le 20e épisode déjà. Donc, j'en profite pour vous remercier toutes et tous pour votre fidélité. Les retours que j'ai eus sur les différents cadeaux sont hyper positifs, ça donne beaucoup de motivation et d'idées pour la suite. Merci encore. Et pour ce 20e épisode, on va parler d'intelligence artificielle avec Gaëtan Front. Gaëtan, bonjour. Bonjour François. Gaëtan, tu es le fondateur du cabinet de conseil en intelligence artificielle Demain.ai et d'un nouveau service que vous avez lancé qui s'appelle Data Écriture. Tu vas nous expliquer tout ça dans 2 minutes. Pourquoi on va parler d'intelligence artificielle ? Parce que c'est un sujet dont on parle depuis des années dans les médias, pour le meilleur, souvent pour le pire. Il y a eu beaucoup de fantasmes autour de l'intelligence artificielle, du robot journalisme, etc. Donc l'idée aujourd'hui, c'est un peu d'en parler avec un spécialiste du sujet, Gaëtan. Et rapide présentation, Gaëtan, pour te présenter. Et petite anecdote, a été mon premier boss, il faut le dire. Il y a un peu plus de 20 ans, tu m'as recruté en stage de fin d'études chez Pronostics, alors ça ne me rajeunit pas évidemment, qui était une start-up de paris en ligne sur l'actualité. Donc déjà un peu dans la presse. Hein. Ouais, absolument. Mais écoute, merci de m'accueillir sur ton podcast. Moi, ça fait effectivement 25 ans maintenant que je bosse au confluent des médias et des technologies. Moi, j'ai commencé à travailler chez Dow Jones. On était dans l'information financière pour les salles de marché. Avant Internet, sur un réseau privé. Et puis effectivement, dans la première phase du développement de l'internet, autour de 2000, j'ai monté effectivement un des premiers sites de paris en ligne, avant de rejoindre l'AGFI, le quotidien économique et financier, qui avait été un des premiers à l'époque aussi à arrêter le papier. Ouais, absolument. Alors moi, j'en étais à l'époque le directeur marketing, et on avait fait une innovation qui avait été de remplacer la production du quotidien papier par un quotidien numérique qui était diffusé donc sous forme de fichier PDF par email en 2 éditions, une le matin et une en début d'après-midi. Pour mieux coller à la temporalité de l'information. Évidemment, le public, les lecteurs de la GFI comme professionnels de la finance sont des gens qui ont besoin d'une information le plus temps réel possible. Donc c'était assez évident qu'on n'allait pas attendre le lendemain matin que le quotidien soit imprimé et distribué pour avoir des infos financières. Alors après cette expérience à la GFI, j'ai monté un logiciel SaaS de systèmes éditoriaux multicanal qui s'appelle Publiatis, et on a équipé un certain nombre de médias avec ce système éditorial, des agences de presse comme l'agence de presse du Maroc, l'agence de presse nationale du Danemark, et puis également des titres de presse professionnelle
et également de presse hebdo. Donc là, dans ce traitement de l'information, on avait déjà une première expérience sur comment les contenus peuvent être indexés à travers les machines, comment on peut, pour certains types de contenus, commencer à produire automatiquement des brouillons. Je pense notamment à des calendriers d'événements pour les agences de presse. Et donc ça, c'était une expérience bien intéressante puisque ce système éditorial a été déployé auprès d'une trentaine de médias distincts. D'accord. Et effectivement, dans lequel, et j'en ai déjà parlé, tu m'avais de nouveau recruté. Donc, tu as été comme mon patron, et ce qui m'a permis notamment de mettre les pieds dans la presse. Donc, je t'en serai éternellement reconnaissant pour ça. Merci Gaëtan pour cette rapide présentation. Et puisqu'on est sur un podcast, vous avez également un podcast sur demain.ai. Ouais, absolument. Un podcast qui s'appelle l'intelligence artificielle pour le business et qui est un podcast qui veut en fait remettre l'intelligence artificielle dans le monde réel. Donc, ça va être l'objet de notre conversation aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur l'IA. Alors, d'ailleurs, des fantasmes qui tiennent déjà au nom même intelligence artificielle, qui est un terme marketing qui a été posé aux États-Unis dans les années 60 pour pouvoir lever du financement d'État, mais qui déjà lui-même au départ, le terme intelligence artificielle entraîne un biais d'interprétation de ce que c'est vraiment, puisque en vérité, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques informatiques. Ce sont des algorithmes qui ne sont pas intelligents au sens que dans la plupart du temps, en fait, pour dire oui, ce sont des règles ça répond à des règles, quoi. C'est presque ça. Il y a des critères. Si un critère est comme ça, telle réponse. Donc il y a assez peu d'intelligence. Voilà. Donc les algorithmes d'intelligence artificielle, il y a deux grandes familles. Il y a les algorithmes qui sont effectivement basés sur un moteur de règles, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle déterministe. Et c'est la plupart des cas d'usage se retrouvent d'ailleurs dans ce moteur de règles. Et puis il y a effectivement l'intelligence artificielle statistique basée sur l'apprentissage machine, qui ça a beaucoup le vent en poupe et qui lui s'applique à des sujets bien précis, qui sont des sujets par exemple d'identification d'images, savoir qu'est-ce qu'on peut trouver sur une photo, et qui sont qu'on retrouve aussi dans le domaine de la traduction, mais qu'on va pas retrouver du tout dans la production de contenu. Donc ça, on va pouvoir en parler tout à l'heure. C'est-à-dire que l'idée qu'une machine puisse toute seule écrire un texte original par une intelligence artificielle, c'est totalement du domaine du fantasme. D'accord. Pourtant, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a des initiatives. Alors ça, c'était bien en préambule un peu de poser, voilà, de quelque part arrêter le fantasme et rappeler rapidement ce que c'est. Je pense qu'on aura l'occasion. Si tu devais, et aujourd'hui, je pense que c'est important dans cet épisode sur l'intelligence artificielle, parce que comme on a dit, il y a beaucoup de buzzwords. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même, le premier, c'est l'intelligence artificielle qui a été un peu mis sur la table pour aller chercher des financements, donc c'est bien un peu pour faire fantasmer. Si tu devais expliquer concrètement ce que tu fais chez demain.ai et chez Data Écriture pour les médias, mais comme si tu l'expliquais à ma grand-mère. J'aime bien prendre toujours cette analogie parce que autant on peut faire les initiés, mais il y a beaucoup de buzzwords. Quelqu'un qui aujourd'hui connaît assez peu l'intelligence artificielle, comment toi tu expliques ce que tu fais, si tu devais l'expliquer même à ton enfant de 5 ans? Ouais, bah alors écoute, demain.ai, c'est effectivement un cabinet de conseil spécialisé dans l'IA. On l'a créé il y a 3 ans avec Olivier Méjean, mon associé. Olivier est un ancien DG du Point, notamment. Ouais, absolument. Il a dirigé l'agence SIPA, et puis il a été PDG du Point, avec l'idée de pouvoir aider les entreprises, les entreprises de médias, mais pas que, à répondre à la question suivante: finalement, comment les technologies d'informatique avancée peuvent m'aider à mieux faire mon métier. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux utiliser comme nouvelle fonction de l'informatique pour mieux travailler. Et donc, ça nous amène à faire des missions d'accompagnement des entreprises pour établir une feuille de route IA, c'est-à-dire essayer de trouver comment on peut mettre en place des initiatives simples, rapides, qui coûtent peu en termes d'investissement humain et d'investissement matériel, pour pouvoir
mieux faire son travail. Et mieux faire son travail, finalement, il y a trois grands champs d'application, c'est-à-dire comment je peux avoir une meilleure relation avec mes clients avec ces dispositifs, comment je vais pouvoir mieux produire, c'est-à-dire produire de manière plus efficace avec l'intelligence artificielle. Et puis après, c'est de savoir si je peux pas créer des nouvelles offres et des nouveaux services en se basant sur ces technos. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec Demain.ai. On accompagne des entreprises. On a beaucoup travaillé pour la presse quotidienne régionale, et puis on travaillait également pour des sites de e-commerce, et puis aussi des grandes entreprises françaises comme Total D'accord. ou comme la RATP. Comme la RATP. Et dans la presse, parce que vous avez un ADN presse, ou parce que c'est un secteur qui particulièrement a une appétence ou une certaine maturité autour d'utilisation de l'intelligence artificielle? Alors en fait, ce qui est intéressant avec les médias et la presse en particulier, c'est que pour que les intelligences artificielles et les algorithmes soient efficaces, il faut qu'on puisse les alimenter par des données. Et ce qui est, quand on regarde un petit peu ce que fait un média, bah, finalement, il traite des données en entrée, c'est-à-dire que les rédactions, bah, ce qu'elles font, c'est qu'elles se nourrissent de données. Ces données, c'est des faits d'actualité, c'est des interviews, etc. Et finalement, les journalistes traitent des données pour pouvoir après créer des produits éditoriaux qui sont consommés par des audiences. Et ça, cette consommation après, derrière, elle crée des données également. Donc, on a en fait un système sur lequel on a des données un peu partout, et donc un terrain d'expérimentation très intéressant pour l'intelligence artificielle. Alors D'accord. après, par rapport à data écriture, qui est effectivement l'une de nos activités, expliquer ce que fait data écriture, c'est on pourrait le résumer en disant que il s'agit d'aller produire des contenus originaux uniques à l'échelle de la machine. C'est-à-dire, c'est une capacité de pouvoir créer des rapports, des articles dans des conditions qui de toute façon ne seraient pas possibles par une rédaction de journalistes. Ok, L'idée, pas possible parce que trop de volume ou parce qu'on n'a pas les ressources internes. ouais, parce que par exemple, est-ce que ça fait sens quand on parle d'information financière que sur les 850 valeurs qui tous les jours sont cotées à la Bourse de Paris, un journaliste ou une armée de journalistes rédige un article à 17h à la clôture de la bourse pour indiquer comment chacune de ces valeurs s'est comportée dans la journée. Bah, ça n'a aucun sens. Ouais, Par s'il n'y a contre, pas d'analyse et que c'est juste du bah, factuel, voilà, rapporter exactement. qu'il y a eu une hausse ou une baisse, Voilà, ouais, c'est pas exactement. Donc grand-chose. en fait, data écriture, c'est ça, c'est la mise en œuvre de la génération automatique de texte. Et cette génération automatique de texte, c'est interpréter des données et puis créer des rapports écrits pour décrire ce qui se passe dans ces données. Ok, donc ça c'est très clair. Pour vraiment expliquer comme si je devais le faire, voilà, c'est que j'ai un tableau avec des données, des caractéristiques, et la machine va me permettre de faire une phrase avec ces données-là, en comprenant voilà que si c'est une hausse ou une baisse, plutôt que de donner une information, juste un chiffre, ça va être articulé, mis en musique quelque part par la machine pour en faire une phrase ou un article unique à partir de ces données Ouais, absolument. Bah, structurées. ouais, absolument. L'idée, c'est de pouvoir dire, bah, en fait, ce sont pas des automates rédactionnels qui bêtement, en fait, vont aller remplir une phrase dans une approche un peu de texte à trous. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est de regarder, en fait, voilà, des données. Ça peut être des données de différentes natures. On en parlera tout à l'heure, hein, des données financières, des données sportives, des données météo, peu importe. Et puis de pouvoir regarder ce qu'on voit dans ces données et restituer ça sous forme d'un texte. Ok, donc ça c'est vraiment donc ce qu'on appelait ou ce qu'on appelle le robot journalisme. Et pour être là pour le coup maintenant dans la presse, les médias depuis quelques années, on en parlait déjà il y a quelques années, justement il y a 5 ans, 7 ans. Je me souviens de ce use case, enfin l'emploi de cette techno, notamment au monde, autour des élections, je sais plus si c'était présidentielle ou municipale à l'époque, peu importe, avec la société Syllabs, un des pionniers en France là-dessus, qui l'avait fait.
déjà maintenant, je sais pas, petit aparté, j'ai l'impression qu'on ne parle plus de robojournalisme mais plutôt d'automation. Je sais pas à quoi t'attribues ce Bah, glissement sémantique. moi, je pense que c'est bienvenu parce que le terme même de robot-journalisme est un terme totalement erroné. C'est-à-dire que l'emploi de robot-journalisme, en fait, induit qu'il y aurait une forme de compétition entre le journaliste humain et la machine, alors que cette compétition n'a pas lieu. C'est-à-dire que euh, le, les automates et les algorithmes qu'on peut appeler robots font pas du tout le même job. Un journaliste, c'est un humain, un robot, c'est une machine. Alors, par analogie, par exemple, dans un film de cinéma, quand il y a un personnage qui est en image de synthèse en 3D, on n'appelle pas ce personnage un acteur. C'est Mhm. un personnage, c'est pas un acteur. Donc finalement, le robot journalisme, c'est certainement un terme qui a été employé pour voilà attirer Un peu l'attention sur sensationnel, quoi, un peu ouais, truculent. attirer l'attention sur ce phénomène, mais il a quand même fait pas mal, il a quand même fait du mal ce terme parce que il a induit dans les rédactions une sorte de méfiance sur Ah, mais ces automates, totalement. Hmm. alors que on n'a jamais vu aujourd'hui nulle part, ni en France ni dans le monde, dans aucune rédaction, des robots remplacer des journalistes. Et ça, c'est intéressant, tu vois, parce qu'effectivement, ce côté, c'était presque un gros mot, robot journalisme. Tu sais, chez Causa Vostra, on a accompagné pas mal d'éditeurs dans les dossiers d'innovation, les fonds Google, etc. Et chez certains éditeurs, c'était le mot était tabou. Il fallait absolument pas le citer parce que tu avais derrière une levée de bouclier des rédactions, etc. Qui effectivement étaient peut-être dans cette peur du grand remplacement pour le coup des robots. Après, est-ce que c'est pas non plus aussi un effet d'annonce qui est retombé? Est-ce que je sais pas si je posais la question il y a 5-7 ans, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on allait pouvoir remplacer 75% des contenus par justement de la robot-rédaction puis en fait, c'est un peu retombé, tout ça. Bah, ouais, absolument. Puisque d'ailleurs, on n'a pas assisté vraiment à un remplacement des équipes dans les rédactions par des machines. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un automate rédactionnel, lui, il ne peut faire qu'une seule chose, c'est rendre compte de faits. Il est incapable d'aller exprimer une opinion ou de faire une analyse subjective d'une situation. Donc, le travail du journaliste, qui lui, au contraire, ce travail journalistique, il tend à faire une analyse d'une situation et à trouver une interprétation de cette situation avec un angle particulier qui est issu de l'intelligence humaine. Eh bien, en fait, l'un ne remplace pas l'autre. Ou si on pose les choses différemment, si des journalistes font un travail robotique qui pourrait être remplacé par un robot, il faut peut-être se poser la question de finalement l'intérêt de ce boulot, à la fois pour eux-mêmes, parce que c'est sans doute un peu aliénant, et aussi pour l'organisation qui les emploie. Donc, Non, mais on voit bien par exemple que dans le domaine de la couverture des événements sportifs, un robot rédacteur va lui, par exemple, pouvoir écrire sur tous les matchs qui se déroulent, notamment dans le monde amateur, notamment chez les enfants, et pour 100% des matchs. Et pourquoi? Parce qu'on va pouvoir créer des articles qui vont rendre compte finalement du résultat d'une rencontre entre l'équipe de tel et tel district qui a rencontré dans une compétition régionale tel autre. Eh bien, il y a aucun journaliste sportif ne va aller couvrir ce type d'événement. De la même manière, lorsqu'il y a une grande rencontre sportive, que ce soit une finale d'un tournoi du Grand Chelem en tennis ou une rencontre de Champions League en football, ce qu'attend le lecteur, c'est une analyse de cet événement fait par un journaliste sportif qui va pouvoir y mettre sa patte et son analyse. Alors qu'un robot, si c'est juste pour dire que finalement le PSG a gagné 2-0 contre telle équipe et s'arrêter là, bah ça va intéresser personne. Donc on voit ouais, bien qu'il y a une répartition des rôles entre ce qui peut être traité par une machine en termes de rendre compte des faits et finalement la valeur ajoutée que peut apporter un journaliste humain.
Et ce qui est très vrai et qui est très intéressant, parce que c'est un peu quelque part au-delà du robot journaliste, quelque chose qu'on a vécu dans la presse, sur la qualité du contenu. Tu regardes les dernières années en termes de tendance. Il y a quelques années, on avait des fermes de contenu où donc c'était les éditeurs, pour la plupart, étaient dans une logique de production industrielle. En tout cas, plus on faisait de contenu, plus on faisait de pages vues, plus on faisait de publicité, plus on gagnait d'argent, jusqu'à ce que tout ça s'effondre quelque part. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Et d'ailleurs, pour l'illustrer, j'ai vu il y a pas longtemps des publicités du Monde qui met en avant le fait qu'ils aient recruté des journalistes et qu'en même temps ils produisent moins de contenu. Donc, ils prouvent bien en fait que les gens sont peut-être plus dans une appétence de contenu, voilà, à valeur ajoutée, avec plus d'analyse humaine, etc. Et que ça a encore plus peut-être distingué ce que peut faire un robot de ce que peut faire un humain. Tu vois, il y a eu aussi à un moment donné en se disant, bon, en fait, ça marchera jamais les deux ensemble, on ne remplacera pas par des robots, et les gens veulent plus de contenu. Mais donc, ce qui pose la question derrière, c'est qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui concrètement. Si je reprends mon exemple d'il y a 5-7 ans, ce robot journalisme fait par Syllabs au Monde, je sais qu'il y a eu quelques initiatives à peu près la même chose sur des élections. Là, toi, tu parles sur des résultats sportifs. Est-ce que tout le monde maintenant le fait et c'est totalement, on n'en parle plus parce que tout le monde le fait, ou est-ce que, non, ça n'a pas tant évolué, puis qu'après 5-7 ans, il n'y a pas tant de retour sur investissement, peut-être, parce que ce que tu décris sur les résultats sportifs a l'air vraiment très cool, mais est-ce qu'il y a une appétence des gens pour ça? Est-ce que, en termes de SEO, ça marche bien? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Sinon, pourquoi les gens le font, pourquoi les gens le font pas? Ouais, alors donc il y a effectivement il y a différents cas d'usage de la data écriture pour les médias. Alors il y a une première famille qui est une famille de cas d'usage, je dirais historique, qui qu'on peut regrouper en quatre grandes familles. On a déjà la météo. Les bulletins météo sont écrits par des automates depuis toujours. D'accord, ça c'est oui, Donc oui. voilà. J'imagine oui que sinon avec le nombre de communes etc. dans le monde, ce serait un enfer. Voilà, donc toute l'information météo et par exemple les bulletins météo qui sont diffusés sur le site de 20 minutes sont écrits par des automates. Après, on a le sport. Et dans le domaine du sport, les cas d'usage que l'on voit sont un peu comme j'indiquais tout à l'heure, en fait des articles qui sont écrits sur des compétitions amateurs ultra locales. Donc ça, on retrouve ça de manière très très développée en Allemagne, dans les pays nordiques, au UK, aussi un peu en France. Et puis là, nous-mêmes, on est en train de on a finalisé en fait un dispositif pour une partie de la PQR qui devrait être mise en ligne là c'est dans le courant de l'année 2021. Tu peux le citer? Je préfère leur laisser la D'accord. Et attendre de voir si ça marche. de leur annonce. Mais le sujet, c'est de pouvoir en fait avoir travaillé l'hyperlocal. Et il y a d'autres cas d'usage de la data écriture sur l'hyperlocal, mais là, dans le domaine du sport, l'idée, c'est de pouvoir en fait permettre de couvrir des événements qui de toute façon ne sont pas couverts actuellement. Après, il y a le domaine de la finance. Et là, dans le domaine de la finance, on a quand même beaucoup d'automates qui sont en place sur Yahoo Finance par exemple. On a des comptes rendus de séances boursières qui sont écrites par des robots. Et puis plus large dans une organisation média importante comme Bloomberg News. Chez Bloomberg News, il y a 30% de la production qui est réalisée par des robots. Alors, on parle de quoi? On parle d'alertes, de comptes rendus statistiques de séances, d'articles sur la publication d'indicateurs économiques, taux de chômage, taux de croissance, etc. 30% des articles sont robotisés. Et puis enfin, et pour finir, il y a effectivement les élections. Donc tu as raison, Syllabs avait inauguré avec Le Monde finalement cette pratique pour pouvoir créer des articles hyper localisés aussi sur chaque finalement commune, pouvoir rendre compte dans la soirée même des élections quels ont été les résultats. Et ça s'est répandu puisque depuis 2015, chacune des élections
qui a lieu, eh bien, la plupart des sites de PQR et de PQN, et également les sites de Radio France, Orange.fr, ou les sites d'information des chaînes de télé, accompagnent en fait la publication des résultats commune par commune. On va retrouver des graphiques avec un commentaire de ces résultats qui est écrit. Donc on n'est pas dans le domaine du finalement du grand journalisme, pas du tout. On est dans le domaine du commentaire. Factuel, avec des infos mises en musique, comme je le disais tout à l'heure, qui permettent un peu une meilleure lisibilité. Voilà, parce que finalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'écrit, c'est quand même l'écrit, c'est le langage naturel, et il n'y a pas plus simple pour faire passer un message que l'écrit. C'est-à-dire qu'on dit une image vaut 1000 mots, ok, certes, mais tout le monde n'est pas forcément capable d'aller interpréter un graphique, une visualisation de données, et donc finalement. Retranscrire des données, parce que finalement, le résultat d'une élection, ce ne sont que des données. Hein. Ouais, c'est ça. T'as X, Y, Z candidat, t'as X qui a gagné avec tel résultat, Voilà. tel taux d'abstention, etc. Voilà, donc c'est assez. Et à comparer avec un historique, tu peux aussi rebondir en disant qu'il a fait une progression de X par rapport à ces dernières. Voilà, exactement. Donc on est dans le pur factuel, et donc les élections sont également un terrain où on retrouve ça de manière large. Et d'un point de vue techno, tu vois, là j'ai l'impression que ce dont on parle, c'est presque tu le disais, c'est pas ça, mais j'ai l'impression que c'est un texte à trous où t'as un pattern, enfin une espèce de texte prédéfini, et tu viens remplacer les trous par les résultats de X, Y communes. Et c'est ce que faisait donc peut-être Syllabs il y a 5-6 ans. Alors je cite Syllabs, mais il y en a d'autres. Pour être clair, Data Écriture, vous faites à peu près la même chose. C'est un des services que vous proposez. Ah ouais, absolument. On a des choses clairement. Ouais, on a exactement. Enfin, on a une offre qui est tout à fait comparable. Bon, alors évidemment, comme dans chacun des technologies et chacun des marchés, il y a des éléments de différenciation. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est de pouvoir faire des rapports. Donc, qui peuvent prendre la forme d'articles, qui sont sophistiqués. C'est-à-dire que voilà, ça rejoint ma question. Donc, ce ne sont ouais. pas des textes à trous, parce que sinon, j'allais dire qu'est-ce qui s'est passé entre il y a 5-7 ans et aujourd'hui, tu vois, parce que bon, on voit tous les progrès qu'il y a eu en informatique, sur l'IA d'une manière générale, sur les vidéos, sur tout ce que tu veux, des ordinateurs quantiques. Et j'ai l'impression que là, ce dont on parle sur les élections, sur la génération d'articles, on est au même stade qu'il y a 5-7 ans. Non, ça a évolué en termes de techno? Bah, en fait, ça dépend de l'implémentation que tu fais de ces technologies. C'est-à-dire que tu peux tout à fait avoir un paramétrage de ces automates rédactionnels en mode texte à trous. Tu peux faire un truc vraiment très basique, comme tu peux faire des choses qui sont plus sophistiquées. Et nous, c'est ce qu'on s'intéresse à faire, c'est de dire, bah, finalement, on va pas juste prendre des données et puis directement en fait les passer dans une logique de texte à trous. On va plutôt regarder si on peut pas prendre les données et peut-être compléter par d'autres données pour en fait essayer de rendre compte plutôt de corrélation ou de choses particulières. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est de dire comment on va pouvoir lier des données différentes, hétérogènes, pour pouvoir derrière en tirer des enseignements et les retranscrire sous forme d'écrit. Donc, par exemple, on peut tout à fait se dire que il peut y avoir il y a un autre cas d'usage, par exemple, c'est le déplacement des populations. Donc, est-ce que si jamais je veux monter un service pour mon audience, un service pratique qui fait état de temps de transport entre tel et tel point, combien de temps je mets pour aller rejoindre mon boulot, bah, peut-être qu'on peut croiser ça avec c'est quoi les données, le trafic l'année dernière, la météo aujourd'hui, des événements particuliers comme une manifestation ou des travaux sur les routes, et c'est ça les données qui va nous permettre de pouvoir faire délivrer une information pratique sur quel est le temps de trajet. Donc, et c'est là où il peut y avoir de l'intelligence. Comment est-ce que l'intelligence trouve un peu ces corrélations, voilà. des choses qui peuvent avoir un impact. Donc c'est là où les algorithmes sont importants. C'est pas juste je remplace un trou par une donnée, c'est j'essaye de voir, de mesurer
la pertinence d'une information connexe, voir si elle a un impact et j'en parle ou pas. Donc c'est là où Voilà. ça devient un peu plus intéressant en termes de techno, des algorithmes un peu plus pointus. Voilà, exactement. De la même manière, on peut, dans le domaine des élections, plutôt que de basiquement monter une Rapporter. phrase en disant que tel candidat de tel parti a recueilli X% des suffrages, etc. On peut aussi regarder si dans cette commune, on va trouver un résultat électoral qui va être comparable aux communes environnantes, ou au contraire, peut-être que cette commune présente un profil électoral différent de communes comparables, et est-ce qu'il y a eu un basculement entre le premier et le deuxième tour, est-ce qu'on peut déduire des reports de voix, enfin voilà, c'est analyser ces données pour en faire des articles qui soient des articles qui présentent un intérêt informationnel particulier. Et c'est ça la grande différence qu'il y a eu entre les technos, les technos il y a 5 ans, qui étaient des technos performantes au sens capable de produire en quelques secondes des centaines d'articles, donc voilà, pure robotisation, sur maintenant des technologies qui s'intéressent à essayer de comprendre ce qu'on trouve dans ces données et essayer de pouvoir les restituer de manière intelligente. Ok, donc et t'as des exemples aujourd'hui de médias un peu à la pointe qui utilisent ces technos, mais justement avec ces éléments un peu de pondération, un peu plus intelligents, qui ne sont pas juste du factuel? Bah alors, par exemple, il y a un bon cas d'usage d'écriture automatisée chez Meet Media, dans les pays nordiques, où là, ils ont monté un service qui écrit des articles sur chaque vente immobilière. C'est-à-dire que chaque transaction immobilière est rendu public. Alors c'est le cas maintenant aussi en France, hein, Ouais, je crois que t'as une obligation légale de trouver ça sur ouais, voilà, et Twitter. sont des données qui sont maintenant disponibles en open data, et donc chaque vente en fait fait l'objet d'un article sur lequel on va pouvoir dire bah telle maison a été vendue tel prix, prenant les caractéristiques de la maison, comparant cette valeur à des transactions similaires en termes de biens ou en termes de quartier, et donc Meet Media a monté cette offre. Écoute, c'est le contenu qui est le plus consommé derrière leur paywall. Donc finalement, ça a été un vecteur très très important de prise d'abonnement, avec un contenu original, serviciel, et qui de toute façon aurait été impossible à imaginer ou à produire avec Manuellement, ouais, ah c'est non, pas ça possible. Là, on parle de millions de transactions, voilà, puis qui vont il y a aucun intéresser. sens. Ouais, bien sûr, aucun sens business à avoir quelqu'un qui le traite. Donc là, tu as un vrai ROI où clairement, ça génère de la page, ça génère de l'abonnement. Ils sont capables de le mesurer et ça a un impact positif. Et les rédactions, c'est un travail qu'elles auraient été incapables de faire par ailleurs. Ouais, voilà. Donc là, on a un bon cas d'usage de l'écriture automatisée. Il y a un autre cas d'usage aussi qui est intéressant, qui là, bon, ça dépasse un petit peu l'écriture automatique, mais c'est quand même lié. C'est-à-dire que on a aussi des intelligences artificielles qui vont œuvrer à personnaliser l'expérience du lecteur. Et la personnaliser, c'est par exemple lui présenter des pages, par exemple une home page de site d'information qui soit réglée par rapport à ses centres d'intérêt. Une espèce de Graal, hein, ça. Là, tu vois, Voilà, avec avec des étoiles dans les yeux parce que le sujet est hyper intéressant et que voilà. c'est un peu le Graal entre tous les risques, un peu de bulles, etc. Mais donc, il Ouais. y a des Alors, éditeurs qui ont testé, ouais, alors il y a un cas d'usage qui est assez intéressant chez NZZ à Zurich, donc en Suisse, où ils ont monté un dispositif comme ça pour pouvoir personnaliser l'affichage de la page d'accueil, en prenant près de 150 critères différents pour pouvoir en fait adapter le paywall, c'est-à-dire proposer des articles réservés aux abonnés en fonction du comportement de chacun des lecteurs. Et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'ils ont multiplié par 5
leur taux de conversion en 3 ans, et que sur 100 personnes ou 100 lecteurs qui voient une homepage du site d'actualité personnalisée, eh bien, il y a 2,5, c'est-à-dire voilà, 2,5% qui s'abonnent. Donc voilà, donc ce n'est pas sans risque, effectivement. Il y a le côté, Non, parce que c'est des gros chantiers, hein, tu vois, si on parle 2 secondes de techno, pour pouvoir arriver à ça, enfin, il faut déjà un certain niveau de maturité autour de la data et de la collecte de data. Tu parles de 150 critères. Je connais pas beaucoup d'éditeurs qui scannent, ouais, stockent, analysent 150 critères sur un utilisateur en dehors des temps de session. Enfin, il y a des choses assez classiques, mais ça demande quand même un certain niveau de maturité déjà. voilà. Et puis on a un autre exemple au Times à Londres où là il s'agit d'une IA qui s'appelle James d'ailleurs. Alors, c'est toujours un peu étonnant de voir des programmes informatiques qu'on baptise avec un prénom. Donc là, Ouais, une espèce d'incarnation, ouais, donc c'est ça pas. rend le truc un peu sympa, tu sais, c'est le petit robot sympa à qui on parle, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, il s'appelle James. Et qu'est-ce que fait James? Bah, il envoie des newsletters personnalisés en termes de contenu, de format, de timing. Et là, on a constaté avec ça chez O-Time, c'est une baisse de 49% voilà, des désabonnements. C'est-à-dire que l'intérêt ici, enfin, quand on parle de data écriture et d'écriture avec des automates, c'est que bah on peut créer des nouveaux contenus pour tout le monde qui sont Plus personnalisé. voilà, et puis on peut surtout essayer de se dire bah est-ce qu'on n'est pas en train de aussi d'aller regarder si on peut pas se rapprocher vraiment de l'audience et de travailler presque une personnalisation ou une hyper personnalisation à travers les outils. Et ça, c'est quand même vachement intéressant. Donc nous, on pense que euh, ces technologies, et notamment celles qu'on déploie avec Data Écriture, elles peuvent aussi servir des cas d'usage d'écriture individuelle, c'est-à-dire que on peut fabriquer un article pour chaque lecteur. Oui, sur les sujets dont on parlait, ou tu veux dire même plus globalement, ça peut être comme une newsletter où je personnalise je sais qui tu es, je sais ce que t'aimes, et je peux te proposer un article sur un sujet que t'aimes. Tu veux dire, tu peux aller encore plus loin que juste rapporter des choses un peu factuelles, Voilà. En intéressantes. fait, on peut accompagner en fait les initiatives que prennent les éditeurs pour travailler une expérience personnalisée. On peut aussi accompagner ça par aussi l'écriture de textes, de chapeaux, d'articles qui soient eux-mêmes personnalisés. Ouais, et alors je reviens sur un des problèmes qu'il y avait au début. Comment est-ce que en interne avec une rédaction, tu gères ça? Parce que au-delà de, par exemple, de la personnalisation de la home avec les questions dont on pourrait parler sur un peu, je m'enferme dans un filtre et versus une rédaction qui veut qu'une une soit très éditorialisée. Tu sais, la home page, la front page, c'est quelque chose, voilà, c'est éditorialisé comme une de magazine. Est-ce que tu réserves de la personnalisation à un petit bloc ou est-ce que c'est chacun a une différente? Est-ce que c'est encore ton journal? Tu vois? Et donc là, tu parles même de rédiger des chapeaux, des choses comme ça. Aujourd'hui, les rédactions, elles l'acceptent. Il faut que la volonté, enfin, tu vois, Ah, c'est quand même ouais, mais un ça, sujet. je crois aussi qu'il faut être très pragmatique. Nous, ce qu'on constate dans les rédactions, c'est que la bonne manière de voir les choses, c'est la logique de complémentarité. C'est-à-dire que il faut pouvoir, dans la production, dans la mise en scène des contenus, vraiment installer ces technologies comme des technologies qui assistent les professionnels, et sûrement pas qui viennent prendre leur place. Donc, quand on parle de personnalisation, il faut trouver un bon équilibre. Personne n'a envie dans les médias et dans le milieu que des algorithmes décident eux-mêmes et tout seuls de l'intégralité de la présentation de ce qui est important ou accessoire. On n'est pas du tout dans cette logique-là. Au contraire, il faut absolument laisser
les médias faire leur boulot, qui consiste à trier, hiérarchiser l'information, éditorialiser l'information. Un média, c'est pas Facebook, c'est pas un algo. Donc il faut pouvoir imaginer ces dispositifs comme des assistants. Alors je prends un exemple. Chez Forbes, on a un automate qui euh, suggère aux contributeurs externes qui publient sur Forbes des sujets. Des leads éditoriaux. On suggère, voilà. De zéro ou c'est au fur et à mesure que qu'on rédige, il propose ou non, il a des Non, non, espèces non. de trending topics ou Voilà, il donne des idées en fait. Il donne des idées et il dit bah regarde voilà ce qui se passe. J'ai identifié qu'il y avait telle ou telle effectivement thématique qui était en train de monter. Alors par analyse effectivement des réseaux sociaux, de Google Trends, etc. Et va dire voilà il y a peut-être ce sujet qui est intéressant. Je t'ai compilé 4 ou 5 sources d'informations et je te les présente. Et puis je peux pourquoi pas t'indiquer une sorte de sommaire indicatif de ce que pourrait être ton papier par rapport à nos chartes éditoriales chez Ford. ouais, ça, Et donc c'est un assistant et il est pas il faut vraiment voir ces technologies comme ça. C'est la seule manière de pouvoir avoir une adhésion des rédactions. Ce qu'on voit quand même, c'est que les réticences historique que les rédactions avaient sur le web en général et pourquoi pas ce qu'on appelait les robots journalistes en particulier ont quand même tendance à s'estomper. Enfin, je crois que là on est en 2021, je crois que tout le monde a compris que on ça pouvait pas remplacerait pas faire notre job, etc. non, Et donc j'aime bien cette notion. En fait, il faut vraiment le présenter comme un assistant, quelque chose. Voilà, c'est le journaliste très central. Mais par contre, on peut l'aider, on peut l'assister. Il peut être une espèce de journaliste augmenté. Et est-ce que donc concrètement, aujourd'hui, vous dans les rédactions, euh, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a ce que je peux imaginer, il y a peut-être un peu le cliché où tu parles au boss et lui il trouve ça fantastique parce qu'il va pouvoir produire plein d'articles et c'est bon pour le SEO, etc. et machin. Est-ce qu'à un moment donné, ça bloque dans les rédactions, ça bloque plus? C'est quoi aujourd'hui les obstacles pour aller proposer ce genre d'outils? Alors, il y a évidemment une question de ROI, tu vois. Je sais pas si celui de Forbes dont tu parles là fonctionne. James, t'avais l'air de dire que oui. Si tous ces sujets fonctionnent, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour qu'il y ait une plus grande adhésion dans les médias? Est-ce que c'est peut-être des tickets d'entrée un peu hauts? non, je crois pas que ce soit forcément des sujets économiques. Et puis bon, en plus, nous chez Data Écriture, on a un modèle qui est complètement variable. C'est-à-dire que quand tu écris, il y a un coût, il y a un coût d'écriture. Quand tu l'écris pas, il y a rien. Donc c'est Parce que pas. ça a été quand même très cher historiquement. Alors moi, je connais pas bien le marché, mais on était quand même sur des sujets où ça peut vite être presque des centaines de milliers d'euros de setup avec Ouais, une alors grosse ça, analyse de thésaurus. Enfin, je maîtrise pas bien, mais non, mais ça c'est un peu bon. Il y a encore certains acteurs, notamment ceux que tu citais tout à l'heure, qui sont dans cette logique-là, logique de vente de logiciels et de mise en place un peu lourde. Et puis il y a d'autres logiques qui sont plus modernes. Par exemple celle qu'on applique où là non on est plutôt sur une consommation à la demande. Il y a les investissements sont pas du tout dans cet ordre de grandeur. Non, le truc c'est que je pense que ce qui fait qu'on n'a pas une diffusion aussi vaste de ça, c'est un déficit d'imagination. Je pense que il faut pouvoir être créatif dans ce qu'on peut faire avec ces outils. Et être créatif, c'est quoi? Bah, c'est associer, par exemple, dans un atelier, des gens enfin, l'éditeur, des gens de la rédaction, des gens du marketing web, et puis les faire travailler ensemble sur quelle nouvelle idée on pourrait avoir. Sachant que on peut tirer parti de ces technos. Je pense qu'il y a un déficit d'imagination dans les rédacs pour pouvoir imaginer des nouvelles offres éditoriales ou une partie d'offres éditoriales qui soit ouais. pertinente. Après, pour la défense des médias, ces dernières années, elles ont été un peu dures aussi. Il n'y avait pas il y avait Ouais, plus beaucoup de gras et plus beaucoup de postes justement en interne qui pouvaient réfléchir à ces sujets-là. ouais. Moi, je suis quelqu'un de profondément optimiste. J'ai l'impression que c'est un secteur
trouve un peu un modèle et qu'on va peut-être pouvoir revenir sur des projets un peu excitants avec un peu plus d'innovation, etc. Tu vois. Mais j'entends, voilà, je pense que tout le monde était un peu la tête dans le guidon et ça manque peut-être de ces réunions où on peut réfléchir sur le futur des... Mais ça, vous essayez de l'insuffler justement. Ouais, on essaie. Alors, quand on met en place la data écriture dans les médias, bah, on le fait bien sûr en lien avec les rédactions. Donc, en fonction des sujets, on va toujours avoir avec nous des journalistes qui vont participer à l'élaboration aussi des structures en fait d'articles. Hein. C'est jamais un travail qu'on réalise nous-mêmes. On fait ça avec des journalistes, soit qu'on apporte dans la discussion, soit et surtout des journalistes en interne. Et on se pose et on essaie de se projeter. Moi, je vois quand même deux grands cas d'usage qui sont intéressants. Aujourd'hui. En tout cas sur lequel il faudrait bosser, c'est tout ce qui relève de l'hyper local, du contenu personnalisé et de l'information service. Je trouve que il y a quand même encore un encore à travailler sur voilà la promesse d'un média pour dire à son abonné, à son lecteur, mais à son abonné, finalement, voilà, lui apporter du service et lui apporter de l'information personnalisée. Donc ça, il y a encore à bosser là-dessus. Puis il y a un autre champ quand même qui est toute l'information économique. Il y a quand même on porte toujours un déficit de culture économique en France. Et là, on peut quand même imaginer que on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir mieux communiquer sur ce qui fait notre vie, hein, c'est-à-dire l'économie, le milieu dans lequel on évolue, le taux de chômage. Et il y a pas mal de produits éditoriaux qu'on pourrait automatiser sur une démocratisation de la culture économique à travers les IA. Et tout ça, si on veut mettre ça en place, par exemple, je suis un média, là, j'écoute Mediarama, je me dis, ah, c'est cool, effectivement, il faudrait tester ça. Il y a des POC, enfin, des petits prototypes à monter, c'est quelques milliers d'euros, c'est quelques dizaines de milliers d'euros. Comment tu... En fait, ouais. Donc, Tu vois, est-ce que c'est une marche qui est haute à monter, en fait, ou, bon, je comprends data écriture, ça a l'air d'être relativement sur étagère, mais si tu veux faire un truc un peu différent, c'est quoi? C'est tout de suite, c'est de la R&D, c'est... Non, c'est surtout prendre du temps à travailler sur le produit final, le rendu, quel contenu on veut écrire et sous quelle forme. Donc ça tout de suite, ça va renvoyer en fait aux données qu'on a besoin d'utiliser. Donc il y a une phase en fait une phase de travail pour la mise en place qui consiste à identifier quelles sont les données sur lesquelles on va bosser, hein, et puis après comment on va programmer l'outil pour pouvoir transformer ces données après analyse en texte. Donc ça, bah, ça se compte en jours ou quelques semaines pour monter quelque chose. Et puis après, bah, il y a l'utilisation même de la technologie. Donc, c'est effectivement des technologies qui sont très matures, sur lesquelles il n'y a pas de développement spécifique à réaliser. Il y a du paramétrage de ces technologies. Et après, c'est un coût de production, c'est autour de 1 centime le mot. Ouais, Donc, donc c'est pas voilà. grand-chose, mais donc c'est pas. Moi, encore une fois, j'en étais resté quand même. C'est des gros projets. Je veux dire, aujourd'hui, t'es un petit éditeur ou petit moyen. Je vais pas mettre de chiffres derrière ça, mais ça reste accessible à tout le monde qui est un peu malin, a des idées, etc. C'est accessible. C'est pas réservé aux gros éditeurs, Non, aux grands groupes. non, non, Plus non, du non, tout. non. Non, 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 pas du tout. Tu peux pour quelques milliers d'euros mettre en place le système qui va te permettre de pouvoir écrire automatiquement des articles. Quelques milliers d'euros pour la mise en place, 1 centime d'euro pour la production, 1 centime d'euro par mot. Le mot. Écoute, ouais, dit comme ça, t'as l'impression que c'est quand même accessible relativement. Donc ça, c'est un peu ce qu'on peut faire aujourd'hui. Est-ce que toi qui suis un petit peu l'évolution de la techno, est-ce qu'on pourra faire des choses beaucoup plus dingues dans les 3 ans? Alors autour du robot journalisme ou pas, hein, qu'est-ce que l'IA peut amener, puisqu'on arrive plutôt à la fin de cet épisode, ce qu'on va pouvoir faire avec l'IA dans une newsroom dans les années qui viennent? Est-ce que toi tu vois des évolutions de techno? Parce que je veux juste quand même le rappeler, l'IA en fait elle est déjà utilisée un petit peu partout dans un Ouais. média, que ce soit au niveau du marketing pour analyser le taux d'attrition, le churn,
sur de l'analytics, il y a vraiment l'intelligence, elle peut être un peu partout. Mais qu'est-ce que tu vois toi venir pour les newsrooms dans les années à venir avec l'évolution et la puissance de calcul de l'intelligence artificielle? Bah, en fait, moi, le phénomène quand même qui est majeur, c'est qu'il y a de plus en plus d'informations et de données disponibles. On voit une très très forte accélération de ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire la mise à disposition de jeux de données publics. Alors ça, c'est la politique de l'État, la mission Etalab, et puis un certain nombre d'obligations qui ont été portées sur les collectivités locales et certaines entreprises pour mettre à disposition leurs données. Donc là, on voit quand même qu'il y a de plus en plus de données qui sont actionnables, qu'on peut utiliser pour travailler. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que ça va permettre donc d'avoir plus de matière si on veut produire du contenu. C'est également plus de matière pour pouvoir qualifier son audience. Et plus on a de données, plus on a de terrain à essayer de mettre en place des systèmes qui vont repérer des choses intéressantes. Alors, de la même manière, Ça pourrait être par exemple pour de l'investigation. exactement. Ouais, Tu vois, je parlais des Panama Papers, etc. J'imagine quand tu as des téraoctets de docs. ouais, exactement. C'est-à-dire que, en fait, on va pouvoir équiper aussi les rédactions avec des outils de plus en plus performants, mais souvent de plus en plus simples à utiliser, pour que on puisse détecter des signaux faibles, détecter des corrélations entre des phénomènes. Et ça va être très intéressant pour les médias parce que on va pouvoir lancer des automates qui vont scruter des grands ensembles de données et pouvoir créer en fait des sujets potentiels de couverture pour les rédactions. Donc ça, c'est il y a ce grand phénomène de de plus en plus de données, donc de plus en plus de matière pour faire travailler à la fois les algorithmes et les journalistes. Et puis l'autre grande tendance, je crois, c'est dans la boîte à outils de la rédaction, des systèmes de plus en plus performants pour aider le journaliste dans son travail. Par exemple, on demande dans les rédactions aux journalistes d'aller indexer leur contenu avec des mots-clés. On sait d'expérience que c'est souvent pas très bien fait parce que ça embête tout le monde d'aller parcourir un grand nombre de mots-clés. Alors là, on peut avoir des systèmes d'intelligence artificielle qui vont déterminer quels sont les mots-clés les plus pertinents par rapport au contenu. Et le journaliste n'a plus à s'en occuper. De la même manière, dans le domaine des interviews, des systèmes qui transforment la voix en texte pour faire des transcripts d'interviews, eh ben, c'est de plus en plus performant. Et donc, on peut imaginer que un journaliste de terrain qui va aller réaliser des interviews ou prendre le pouls de l'opinion va pouvoir avoir cet échange avec l'interlocuteur et pas du tout après se soucier Du montage. de la retranscription de cette interview sous forme d'un texte, voire de la contraction de cette interview pour les faits les plus importants. Il y a des machines peuvent proposer directement aux journalistes un résumé pertinent de l'interview qu'il vient de réaliser. Alors bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, il ne s'agit pas qu'une machine toute seule commence à faire le boulot du journaliste, mais déjà, lui permettre d'accélérer son travail. Ouais, donc et là ça implique effectivement donc du speech to text, donc transcrire en texte, une analyse du texte pour la comprendre, pour comprendre le sens. Ouais. Ça, on sait faire, les machines savent bien faire, comprendre. Ça marche bien maintenant. Ça marche de mieux en mieux. En français également. On va pas comprendre les subtilités et le sens du texte. Hein. Par contre, on va bien comprendre et bien identifier
la pertinence de tel et tel mot-clé. Par exemple, il y a un exemple classique autour de la société Total. Eh bien, indexer un article qui comprend le mot Total, bien l'indexer pour dire qu'on est en train de parler de la société Total et pas du mot Total comme il est employé dans le langage courant. Ça, c'est maintenant bien perçu. Donc, la machine va pas forcément comprendre les subtilités de l'article, mais comprendre le contexte général de ce qui est dit et réaliser une indexation automatique. Ça, maintenant, ça fonctionne bien. Alors, il y a un autre sujet encore qui, à mon avis, est sous-exploité dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est les capacités de traduction. Alors, on sait que les moteurs de traduction, que ce soit le moteur Google ou DeepL, sont en fait des moteurs qui sont basés sur l'apprentissage machine et donc l'IA, et ils sont de plus en plus performants. Et ça, c'est sous-exploité parce que nous, ici, on est en France, on s'adresse au marché francophone. C'est un marché qui est limité par essence. Et par contre, si on utilise des traducteurs automatisés ou semi-automatisés pour pouvoir proposer des versions en langue étrangère, en anglais par exemple, voire dans d'autres langues des contenus, ben on va pouvoir commencer Toucher tout à de suite beaucoup plus de monde. étendre effectivement la portée du média. Donc c'est pas encore totalement prêt à pouvoir diffuser tel quel un article traduit, mais on est sur des gains qualitatifs d'année en année qui sont quand même spectaculaires. Et à horizon 3-5 ans, là, on peut quand même se dire certainement que les IA de traduction seront suffisamment performantes pour permettre une traduction automatique et une diffusion automatique d'une version anglaise, chinoise, russe ou espagnole d'un article rédigé en français. Ce qui serait plutôt dingue. Effectivement, aujourd'hui, les résultats sont bons, mais pas du tout à la hauteur d'une lecture naturelle, ou au moins ça peut préparer peut-être l'article. Mais si c'était le cas, voilà. Bon, après, évidemment, je vais piquer un peu, mais donc ça veut dire que les traducteurs, on aura peut-être beaucoup moins besoin de traducteurs, et ça risque un peu de faire de frottement. Mais bon, souvent ils sont pas en interne, les traducteurs, donc c'est toujours plus facile de s'en séparer. Non, mais ça, effectivement, c'est cool parce que effectivement, d'un coup, c'est comme un peu ces devices, un peu, tu sais, mon rêve où tu parles et instantanément ça te traduit, et c'est une espèce de communication globale avec n'importe qui sur Terre. Bah, ton contenu pourrait être comme ça dans toutes les langues. Ce serait assez fou, en tout cas, comme une évolution. C'en est une belle. Voilà. Après aussi, évidemment, sur les use cases, j'imagine. Enfin, il y a déjà pas mal d'IA dans la modération des contenus, sur la lutte des fake news. En fait, elle est quand même un peu partout déjà, l'IA. C'est pas le résumé de tout cet épisode, parce que c'était quand même, moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir les use cases qui marchent. Comment aujourd'hui un journaliste peut bénéficier de cette IA, enfin de ce robot comme un assistant, et ça tu l'as bien mis, mais évidemment l'IA ça ne se limite pas à ça, elle est un peu partout, et il va y avoir encore des belles opportunités dans les années à venir. Ouais, et puis dans la modération, en fait, effectivement, dans le grand sujet qui est la pacification des espaces numériques, la lutte contre la haine en ligne, etc. Il y a tout un sujet autour des espaces de forums ou de commentaires d'actualité pour les sites médias. La nécessaire modération en fait de ce qui se dit dans les forums en fait. Hein. Ouais. Et là, on a quand même des systèmes basés sur l'IA qui fonctionnent bien. Alors il y a un système que une filiale donc d'Alphabet qui s'appelle Jigsaw a mis en place, s'appelle Perspective.API, qui lui en fait modère notamment sur le New York Times près de 500 millions de commentaires par jour, et qui va identifier et bloquer les commentaires, voilà. Ouais, j'imagine qu'il y a un premier filtre qui, en temps réel, peut t'empêcher une espèce de modération a priori sur certains termes. Il y a aussi le français Netino, qui avait été racheté par Webhelp il y a quelques années, qui fait ça. Et alors, je connais pas bien, et je pense qu'on pourrait presque faire un épisode sur le sujet parce que c'est assez intéressant, mais j'imagine que c'est pareil sur des volumes comme ça. Il y a une grosse partie, tout un premier niveau qui est fait par la machine, en tout cas par Ah ouais, absolument. Alors bon, c'est un sujet qui est complexe parce que
l'expression en fait d'un contenu problématique et haineux, ça peut prendre tellement Ouais, de c'est pas forcément des mots interdits, quoi. C'est bien plus subtil que ça. voilà, donc c'est un exercice qui est compliqué, mais qui est nécessaire et sur lequel il y a aussi du travail qui est réalisé, notamment à travers ces API. Et ça, c'est quand même une belle avancée parce qu'il s'agit pas parce que des forums peuvent être des terrains d'expression compliqués qu'on les ferme. Non, au contraire. Non, C'est et quand au même, contraire, je pense que c'est une des grandes tendances, enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose dans lequel je pousse beaucoup les éditeurs, c'est à pas abandonner les commentaires et les interactions avec la communauté, c'est ça, qui c'est sont ça. ultra importantes pour les médias aujourd'hui. Et oui, souvent, la peur, c'est j'ai pas les ressources pour modérer. Voilà. Donc, il y a des solutions qui existent et l'IA, là, pour le coup, fait bien le job à un premier niveau, quoi. En tout cas. Super, bah dis donc, il y en a des use cases. En tout cas, j'ai l'impression qu'on pourra en sortir pas mal. Et donc, oui, bah tu l'as dit, sur le futur, il y a donc aussi pas mal de sujets à venir avec l'évolution, la puissance de calcul et puis cette démocratisation un peu des outils de plus en plus sur étagère. Hein, c'est ce que tu me disais, voilà, c'est que j'étais resté un peu moi sur ces gros projets un peu très R&D, très académiques, etc. Non, il y a des choses sur étagère. Maintenant, il faut juste un peu de volonté, de créativité et puis se lancer sur un petit prototype, quoi. Ouais, absolument. Il faut faire des choses qui sont rapides, simples, et qui rendent un vrai service, à l'audience, soit aux équipes du média. Et ça, maintenant, à travers les API, les intelligences artificielles disponibles sur le cloud, eh bien, on va pouvoir faire des choses qui se comptent en jours, voire en semaines, et pour des coûts marginaux. Donc, il faut vraiment que les entreprises de médias se saisissent de toutes ces opportunités, cette boîte à outils qui est maintenant proposée. Écoute, c'est très clair. J'espère qu'à la suite de cet épisode, il y aura on aura plein de contacts sur des sujets comme ça, parce qu'en plus c'est assez fun de mettre ça en place, de voir tout ce qu'on peut faire. Gaëtan, merci un peu pour ce moment un peu de vulgarisation sur l'IA et puis dépasser un peu les idées que même moi j'avais un petit peu là-dessus sur le robot journalisme, et qu'on n'appelle plus du robot journalisme maintenant, de l'écriture automatique, l'automation, ou donc data écriture, le nom de ton service. Merci pour ton temps et puis voilà, d'expliquer en mots simples des choses qui peuvent être parfois un peu compliquées. Donc je te dis à bientôt, Gaëtan. Merci François. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très vite pour plein de sujets autour des médias, de la presse. Portez-vous bien. À bientôt. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.